chers amis, chers auditeurs, bonjour. Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle et Voix plurielle. Alors, pour la plupart d'entre vous, les vacances commencent à se conjuguer au passé et nous allons démarrer avec deux livres passionnants. Je veux parler de deux auteurs. Je précise, de Daniel Bartheloghez avec 28 rue de Marseille, qui est paru chez l'Harmattan. Et dans un deuxième temps, nous allons parler d'un livre écrit à quatre mains de Daniel Bartheloghez et de Diana Barcelo, la fille de Daniel. Ce livre a paru chez l'Harmattan et s'intitule Racines tunisiennes. Alors d'emblée, je vais dire bonjour à Daniel et lui donner la parole en lui demandant de se présenter. Bonjour Daniel. Bonjour Monique, eh bien oui, je suis Daniel Bartheloghez, je suis née à Tunis en 1943 et je vais vous raconter un petit peu quel a été mon parcours jusqu'à aujourd'hui. Alors Daniel, je sais que tu as quitté dans un premier temps la Tunisie. Alors pour les auditeurs, je précise que nous avons opté pour le tutoiement qui est nettement plus facile. Nous allons même peut-être véhiculer d'une langue à l'autre. Son premier départ de la Tunisie se passe en 52 à l'âge de 9 ans. Alors, raconte-nous un petit peu le souvenir que tu peux avoir d'une petite fille de 9 ans. Auparavant, j'aimerais te parler quand même du 28 rue de Marseille. Que représente le 28 rue de Marseille? Je voudrais dire que c'est là où j'ai souri à la vie pour la première fois, que j'y suis née, ainsi que ma mère, mes oncles, mes tantes, mes frères et sœurs. Alors, ces appartements au 28 rue de Marseille donnaient sur une grande cour. Et chaque fois que je longeais le couloir pour y parvenir, j'avais l'impression de renaître. Oui, on garde toujours un souvenir très spécial, tu sais, de la maison de ses grands-parents. Tout à fait. Et celle-ci n'échappait pas à la règle. Je précise, Daniel, que tu es né au deuxième étage du 28 rue de Marseille. Oui, bien sûr, bien sûr. Et alors, dans cette cour, tout un petit monde de marchands, de danseurs, de chanteurs, de mendiants évoluait tour à tour. On aurait dit des acteurs sur une scène de théâtre. Et le public, c'était ceux qui étaient les voisins, tous les voisins qui étaient accoudés aux coursives. Et de dire aux auditeurs de la radio juive de Marseille que la famille Barcelo habite à Alicante en Espagne et que donc pour les besoins de l'émission, nous sommes en contact téléphonique avec parfois quelques petits problèmes de connexion dont vous voudrez bien nous excuser. Nous reprenons avec Daniel Bartheloghez. Alors vas-y Daniel. Oui, donc j'évoquais Broussadia, je voudrais évoquer les bédouines, tu sais, ces bédouines toutes tatouées aux habits colorés, voilà, qui étaient pleines de bijoux. Elles étaient quand même très, très pittoresques. Et ce qu'il y avait de remarquable, surtout dans cet endroit, c'était que toutes les portes d'accès aux appartements étaient grandes ouvertes. C'était une grande famille. Les voisins s'interpellaient d'un palier à l'autre constamment. Et dans les cuisines, le rythme cadencé du pilon du Mérez, tu sais, voilà, indiquait qu'on écrasait l'ail pour donner à la sauce tomate sa touche tout à fait méditerranéenne. Dans cette maison du 28, au deuxième étage à droite, il y avait ma grand-mère, toujours assise sur son fauteuil. Elle brodait, ou elle jouait aux cartes, tu sais, à la scoba, quand il y avait de la musique, ce qui était pratiquement constant. Et moi, j'en profitais, je récoltais quelques sous, ou bien des bonbons, ou des pois chiches grillés que j'adorais, et je gardais tout ça dans ma poche. Pour moi, ma grand-mère était immortelle, c'était le poumon du 28. Et c'était aussi l'époque de la routine du bonheur. Et à présent, j'en arrive à 1952, j'avais 9 ans. Donc tu me demandes à nouveau, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il se passe quelque chose de très important. C'est le premier départ de Tunis. Mon père, militaire de carrière, est muté dans la région rémoise. Et nous, les enfants, sommes fous de joie de connaître enfin la France, le froid, la neige. Et je ne comprends pas pourquoi ma mère est triste. Elle pense à sa famille qui va lui manquer. Et moi, je ne comprends rien. Je me dis, mais qu'importe tout ça, puisqu'ils seront toujours là à attendre notre retour.
Cette première séparation du pays, de la famille, a duré 3 ans. Mais de retour à Tunis, malgré ma joie de retrouver la chaleur affective qui nous avait tant manqué, je constate que les choses ont beaucoup évolué dans ce pays. Manifestations, troubles, les gens parlent tous de partir. Tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai tout compris lorsque de nouveau, en France, et cette fois de façon définitive, nous avons rendu visite à ma grand-mère dans un HLM de Dijon, sombre, toutes portes et fenêtres fermées. Et la pauvre, elle regardait sans voir, depuis son sempiternel fauteuil, une télé qui débitait des images insipides en noir et blanc. Alors c'est l'époque où j'ai commencé à évoquer mentalement ma mère Méditerranée, lorsque j'observais les champs de blé. C'est aussi l'époque où je rêvais que les bulldozers ne pouvaient entreprendre leur travail de démolition, car je ne voulais pas quitter la maison de ma grand-mère. Alors, je ne sais pas quoi te dire, je ne sais plus exactement quand ni comment je décidais de tourner la page. Mais je t'affirme que la boucle fut bouclée définitivement quelques années plus tard, lorsque mes études terminées, j'ai quitté l'Est de la France pour m'installer à Alicante avec mon mari, où nous habitons jusqu'à ce jour. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai retrouvé ma mère Méditerranée, j'ai retrouvé les senteurs du jasmin, les couleurs du bougainvillier, la paella a remplacé le couscous, mais je dois aussi assumer un nouvel exil, m'adapter à un nouveau pays, une nouvelle langue, une dictature, une nouvelle façon de vivre en couple et loin des miens. Il est vrai que mon travail au lycée français et l'éducation de mes enfants chéris absorbent tout mon temps. Et Tunis est déjà très loin de moi. Et le temps passe ainsi, sans grand problème. Puis un jour, alors que mes enfants terminaient ou commençaient leurs études universitaires, un jour comme les autres en apparence, je ressens le besoin vital, intense, absolu, de retourner au pays natal. On peut dire qu'à partir de ce moment, il y a dans ma vie un avant et un après. Oui. À mon retour, la boîte à souvenirs si minutieusement scellée s'ouvre et déborde, et je dois raconter. D'où la naissance de mon livre, mon premier livre, au 28 rue de Marseille. À partir de ce moment-là, Tunis a retrouvé ses couleurs, ses musiques, ses odeurs, ses saveurs. Je redécouvre ému ces mélanges si familiers de culture française du protectorat et de culture orientale qui n'ont jamais cessé de coller à ma peau et à mon être. Voilà ce que je peux te dire sur l'écriture du 28. Eh bien, écoute, Daniel, je te remercie beaucoup pour cette magnifique définition de ce que nous appelons en arabe l'ouach, c'est-à-dire la nostalgie. Shukran, shukran. Et alors, nous allons maintenant rentrer un petit peu dans le détail, car j'aimerais que tu nous parles un petit peu de quelques petits souvenirs qui se sont rapprochés au 28 rue de Marseille et qui concernent, entre autres, les voisins du 19 de la rue Courbet. Ah, ces voisins, ils étaient adorables, adorables. Il y en a un d'ailleurs que j'ai retrouvé, non, tous. Quand mon premier livre est sorti, donc au 28 rue de Marseille, j'ai été à un salon du livre, le salon de l'éphémère, c'est ça. Et Jean-Pierre Allalé, qui était mon voisin du rez-de-chaussée, m'a fait la surprise de venir me retrouver. Il était aussi auteur d'un livre paru dans l'année, et il m'avait fait la surprise de s'asseoir juste à côté de moi. Et puis les autres voisins, je raconte aussi dans ce livre comment on recontacte les autres voisins. Je les avais donc prévenus que j'allais présenter ce livre à Paris. Et un à un, il m'avait dit, tu sais, non, ce jour-là, je pourrais pas venir, non, je suis malade. Ils avaient tous évoqué une excuse, et moi-même, je lui disais, oui, c'est triste, finalement, c'est vrai, je n'ai pas assez maintenu le contact avec ces gens-là, et ils me laissent un peu tomber, quoi. Pour eux, c'est pas assez important, si tu veux. Mais non!
Tout ça, c'était faux. C'était monté par Jean-Pierre. C'était monté par Jean-Pierre et par Paul aussi, Paul Cohen. Et ils ont tous réapparu en bloc. Paul, Monique, André Cohen, Jean-Pierre, Lucien Funaro. Et on était tous là, écoute. Que nous saluons tous, tout particulièrement dans cette émission. Adorable, c'est pas compliqué, adorable. Et vraiment, j'étais si heureux. On était tous là. Écoute, on ne regardait même plus les gens qui s'intéressaient à nos bouquins. On était tous ensemble à évoquer nos souvenirs, notre enfance. C'était magnifique. C'était vraiment un moment magnifique, Monique. Alors, je ne voudrais pas tout découvrir à l'antenne, mais pour ceux qui liront ton livre, et je les souhaite très nombreux, il y a quelque chose de très drôle. Ce sont les retrouvailles de Robert, ton frère. Ton frère. Mon oncle. Pardon, ton oncle et Polo. Ah non, alors c'est mon frère. Mais par contre, ce qui est très très beau également, en dehors de ces souvenirs tout à fait sporadiques et personnels, ce sont toutes ces odeurs que l'on décèle au travers de son écriture. Et en félicitations, parce que je trouve que c'est une très belle plume. Merci. Et on a l'impression de manger la brique à l'œuf. On a l'impression de manger la croûte à la Martha. C'est vrai, c'est vrai. Et tout ceci est vraiment très très agréable à lire. Alors, si Daniel veut nous en dire plus sur son père maintenant. Son père qui était militaire mais qui était également musicien. Alors Daniel, voudrais-tu nous dire quelques mots sur ton père? Aïe, 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 mon père. J'avais beaucoup de respect pour lui. Mais vas-y. Beaucoup de respect, beaucoup d'admiration. Tout ce que je regrette, c'est que il n'était plus là au moment où mon livre est sorti. Je pense qu'il en aurait été très fier. Quelque part, tu sais que la tradition juive nous apprend que parler d'un défunt le fait planer au-dessus de nous. J'espère. Donc, quelque part, je pense que ton père t'écoute là. Ben, je l'espère. Et ma mère aussi. Oui, et ma mère, bien sûr. Et bon, enfin là, je suis très émue. Et quoi te dire? Eh ben, j'avais beaucoup d'admiration pour mon père. Il a mené une vie tout à fait personnelle. Il nous a fait mener une vie tout à fait différente. Et je l'explique d'ailleurs dans Racines tunisiennes, dans le 2e livre, et c'est ce qui explique peut-être la trajectoire de ma vie. Mais j'aimerais que le lecteur le découvre tout seul. Très volontiers. Alors Daniel, là, nous allons faire une petite interruption. Oui. Et nous allons écouter un chanteur que tu aimes beaucoup, oui, qui va parler du pays. Je veux parler moi-même de Raoul Journeau, Zirkono Libraha, comme à tous les membres de ta famille et de toutes les familles qui chérissent leurs défunts. Raoul Journeau a chanté une très très belle chanson intitulée Yabledi, mon pays. Alors, Monique, merci, mais je voudrais te dire une chose à ce sujet, justement. Raoul Journeau a été en classe avec mon père. Et ils étaient très amis. Alors écoute Daniel, il va falloir qu'on fasse un petit peu une mise au point car Raoul Journeau a été en classe avec mon beau-père. Ah bon? Mais oui, alors on en parlera. On en parlera après. Et après aussi Monique, j'aimerais quand même dire un mot sur mon grand-père paternel. Mais bien sûr, alors je préférais que tu en parles maintenant avant la chanson. Car après nous allons continuer avec Racines tunisiennes. D'accord. Mais justement, mon frère m'a envoyé très récemment des photos de mon grand-père paternel. Il était devant son métier à tisser. Parce qu'il était tisserand au souk. Voilà. Ce que je peux dire, c'est que c'était un travailleur infatigable. Et lorsqu'il rentrait le soir après sa dure journée, il ne se reposait pas. Il prenait juste le temps d'accrocher sa casquette, d'ôter sa veste, il restait en gilet, et il sortait ses écheveaux de son lourd cartable pour les réembobiner pour préparer le travail du lendemain. Physiquement, il était mince, souple, d'apparence fragile, mais fort comme le roseau qui plie mais ne se rompt pas. Il m'appelait Daniel Darioche, en roulant les airs, et en parlant fort parce qu'il était très sourd. Et mon cœur débordait de tendresse quand il me souriait. Et je voudrais parler de ce moment quand, après le repas, il sirotait, les yeux fermés, sa bourra bien glacée. Et puis, il mettait de la neufa, du tabac prisé, dans le creux de son pouce, et il le sniffait délicatement d'une narine puis de l'autre. Ensuite, il dépliait un énorme mouchoir
qu'il utilisait avec un bruit si tonitruant que je sursautais et ça le faisait éclater de rire. Et moi aussi, mais une fois que ma frayeur était passée. Et alors il concluait par un mystérieux, toujours aussi mystérieux pour moi aujourd'hui, Karakos Khaziwas. Voilà. Bravo Daniel. Eh bien, chers amis, chers auditeurs de la Radio Juive de Marseille, à l'appui de ce discours de Daniel et cette évocation du grand-père que l'on voit, que l'on imagine assis sur son fauteuil en train de siroter sa bourra et de humer sa neffa, nous allons écouter maintenant Raoul Journeau avec Yadler. يا بلادي ما ننساك نتفكرك تهيج ناري يا بلادي ما ننساك يا بلادي ما ننساك نتفكرك تهيج ناري قلبي مريد بداك يا رب حن وداري سلمت أنا فيك يا بلادي يا بلاد أحبابي وأجدادي سلمت أنا فيك يا بلادي يا بلاد أحبابي وأجدادي سلمت في الجنة أخلع وبنا سلمت في الجنة أخلع وبنا يا ناري يا ناري عليك يا بلادي سلمت في بلادي المزيانة صواني بالغلة مليانة سلمت في بلادي المزيانة صواني بالغلة مليانة والنسمة والورد ريانة والنسمة والورد ريانة سلمت في زهوك يا بلادي يا ناري يا ناري عليك يا بلادي سلمت فيك يا بلادي يا بلاد أحبابي وأجدادي سلمت فيك يا بلادي يا بلاد أحبابي وأجدادي سلمت في الجنة اخلع وبنا سلمت في الجنة اخلع وبنا يا ناري عليك يا بلادي يا محلى بحرك يسحرني في حلق الوادي فكرني سد محلى
سلمت في الجنة كل عوبنا سلمت في الجنة كل عوبنا يا ناري عليك يا بلادي يا بلادي شمسك لحنينة بتزرق في وسط جنينة يا بلادي شمسك لحنينة بتزرق في وسط جنينة تحيي الفلة والياسمينة تحيي الفلة والياسمينة ما فما بلاد كيف بلادي يا ناري عليك يا بلادي سلمت انا فيك يا بلادي يا بلاد احبابي واجدادي سلمت انا فيك يا بلادي يا بلاد احبابي واجدادي سلمت في الجنة خلع وبنا سلمت في الجنة خلع وبنا يا ناري عليك يا بلادي Alors maintenant, chers amis, chers auditeurs de la radio juive de Marseille, nous allons passer au deuxième livre, écrit par Mesdames Barcelo, je veux dire Danielle Barcelo-Guez, et sa fille Diana Barcelo. C'est donc un livre écrit à quatre mains, intitulé Racines tunisiennes, qui a également paru chez l'Harmattan. Et je dis bonjour à Diana. Bonjour Monique. Diana, je suis ravie de t'avoir à l'antenne. Et maintenant, je pense que c'est toi qui vas plutôt nous parler de Racines tunisiennes et de nous parler un petit peu de ta découverte du pays natal de ta maman, de ses retrouvailles. Toi qui arrives d'Espagne, où les odeurs peuvent être similaires, mais combien différentes. À toi, Diana. Merci Monique. Bon, d'abord je tiens à te remercier pour cette entrevue et pour toutes les attentions que tu as auprès de ma mère et de moi. Merci beaucoup. Je dis bonjour à tout le monde. Et en fait, je pense qu'au début, je crois que comment j'ai ressenti le besoin d'aller en Tunisie avant de retrouver ce pays. Je dis bien de retrouver ce pays. Au début, quand j'en ai parlé avec ma mère pour faire ce voyage ensemble, c'était surtout pour lui faire plaisir parce qu'en fait, je ne pensais pas que ça avait quelque chose à voir avec moi. Et bon, les 2 dernières années de notre vie avaient été un peu dures pour toutes les deux. On avait besoin d'un voyage à deux, de se retrouver. Et vraiment, Tunis, je crois que c'était l'endroit parfait pour le faire. Donc, à la fin des fêtes de fin d'année 2009, je lui ai dit qu'on pourrait aller ensemble en Tunisie, à Tunis, en 2010. Elle a accepté. Et je ne sais pas, mais plus le voyage était proche, et plus je me rendais compte qu'en fait, ce n'était pas seulement pour ma mère, ce voyage. Ce n'était pas seulement pour lui faire plaisir. Je me suis rendu compte d'un coup que, bon, je suis devenue orpheline de mamie et de papy, et que, bon, peut-être que ce voyage me permettait de me rapprocher de leur mémoire aussi. En fait, ce désir de retour aux sources et à l'endroit où tout a commencé coïncide aussi, je pense, avec un changement dans ma vie personnelle, avec un moment de bilan, de maturité, de recherche, pour savoir vraiment d'où je viens. Je dis vraiment parce que depuis le décès de ma chère grand-mère, je n'avais plus envie de retourner en France. Je ne me sentais aucun point commun. J'étais très unie à elle et rien que d'y penser, ça me faisait vraiment beaucoup de peine. Et bien que j'adore mes oncles et mes tantes en France, je ne ressentais vraiment pas le besoin de retourner. Je crois qu'en fait, quand on a une double nationalité depuis la naissance, comme moi et comme mon frère, on est différente partout. On est étranger partout, dans les deux pays, quoi. On n'est pas comme les autres. On a une enfance qui est différente. À la maison, tout est différent. On parle différent. On a d'autres coutumes. Donc, en fait, on est toujours étranger, même dans les deux pays d'adoption ou dans les deux pays natals.
Mais aujourd'hui, en septembre 2011, même après la parution du livre, non seulement après l'avoir écrit, mais après la parution, je me rends compte qu'en fait, il me manquait une partie de mon identité. Cette partie qui était tellement nécessaire pour me comprendre, pour comprendre d'où je viens et où je vais dans la vie. Et pour me sentir à l'aise dans mes 2 pays, voire l'Espagne et la France, maintenant 3 avec la Tunisie et même avoir 4 avec cette récente découverte pour moi qui est l'Israël. Et je sais pas, ça me rappelle un peu quand ma mère est retournée pour la première fois. J'avais tellement peur qu'elle soit déçue, ou même qu'elle ait un choc émotionnel ou qu'elle n'en ait pas. J'étais tellement préoccupée que ça ne fasse rien en elle. Mais bon, finalement, je pense que 2 livres après, ce voyage a été très bénéfique pour elle et pour moi et pour toute ma famille. C'était aussi un moment de bilan pour elle. Donc je pense que le retour aux sources, finalement, c'est après un moment de bilan. Ça se sent très bien. On sent en même temps cette fusion entre la maman et la fille. Je pense que ce livre, écrit à 4 mains, vous a même probablement beaucoup rapproché. Beaucoup. On était déjà très unis, mais il nous a vraiment beaucoup rapprochés. Ça a été une très belle aventure. Ah oui, ça se sent tout à fait. Et je dois dire que maintenant, l'ensemble des auditeurs ne pourra que souhaiter le 3e livre, peut-être en gestation. Alors, je précise aux auditeurs de la radio juive de Marseille, que c'est un tel bonheur de discuter avec Daniel et Diana, qui véhiculent très facilement d'une langue à l'autre, et le souhait, en cette veille de démarrage du mois des Selichot, donc qui vont précéder les fêtes du mois de Tishri, je leur souhaite de pouvoir bientôt véhiculer à 3, voire 4 langues, c'est-à-dire, bien sûr, je fais allusion à l'arabe et à l'hébreu, car je pense qu'il est indiscutable que quand on vit en Espagne, la culture arabo-hispanique est présente un peu partout, et la culture juive également, parce que de grands philosophes, de grands médecins juifs ont quitté la cour en 1492, et je veux parler bien sûr du départ des Juifs d'Espagne. Nous allons probablement revenir dans une émission future avec Diana et Daniel Barcelo, en parlant de l'Espagne, en parlant du monde juif de l'Espagne. Diana, je te remercie beaucoup parce que merci à toi, Monique, en t'écoutant. Merci. D'emblée, je dis merci également à Daniel. Au revoir et merci. Au revoir et on vous embrasse tous. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle, Voix plurielle.